Podcast Échec Avant, en collaboration avec Hockey Ballers, DA Sport, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle, FDHL, All-Star Cup, Keepers Plus, AAD Lab, Deck pour qui? Sabrevoix. Focus, gardien de but. Prépare-toi. L'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Podcast du 7 janvier 2025. C'est parti! C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des débats passionnés, des moments sublimes. Du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre Échec Avant, le podcast sportif, là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Première édition en cette année 2025. Nous tenons à vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2025, de la santé surtout pour chacun. Et quoi de mieux que de débuter l'année 2025 avec le Prime Time PD Show sur le terrain, le segment 100% NFL, alors que ce soir, on met la table sur la dernière semaine de la NFL saison régulière. On revient sur tous les matchs, ou presque, et ensuite, on met la table sur la première ronde des éliminatoires déjà. Donc, on tient à saluer tous ceux et celles qui vont se joindre à nous ce soir. N'hésitez pas à commenter vos prédictions pour la NFL, qui va se rendre jusqu'au bout au Super Bowl, qui va l'emporter. Et notamment, on vous invite à être des nôtres dès 19h pour le segment sur la passerelle, du haut de la passerelle, pardon, où on parlera 100% CH. Le CH qui est finalement dans le fameux mix. Sans plus tarder, Pierre-David, comment tu vas? Ça va, excuse-moi, ça va super bien, Marco. Dans ton intro, tu parlais là, d'une bonne année. Je voulais en profiter pour te souhaiter une bonne année à toi et ta petite famille. De la santé, prospérité avec le podcast surtout. Et, et tout ce que vous voulez. Tu disais là, une bonne année à tous et à toutes. Moi, je souhaite une bonne année juste à toutes. Juste à toutes celles qui nous regardent. J'ai le cœur grand aujourd'hui. Donc voilà, ça va super bien, mon Marco, toi? Ça va très bien, je te renvoie là, les mots pour la bonne année, très important, la prospérité, santé, tout ce que tu veux, de l'argent pour pouvoir miser pour en avoir encore plus. Notre ami Louis là, qui n'a pas fini avec ses gageures, puis peut-être là, de la santé avec la voisine. Avec la voisine du vendredi, exact. Sans plus tarder, Pierre-David, on a du pain sur la planche dans ce gros 30 minutes encore une fois. Et on va tout de suite s'en aller vers la dernière semaine de saison régulière. On a 10 matchs que tu as sélectionnés pour nous ce soir. Et le premier match, eh bien, c'est celui opposant les Ravens aux Browns de Cleveland. Mais juste avant, quel a été le résultat de tes prédictions la semaine passée? J'ai été 11-16 au total. C'était quand même très bien. Je suis vraiment content parce qu'on le sait, là, dans la dernière semaine de la saison, il y a beaucoup d'équipes là, que si ça n'affecte pas leur classement, là, leur classement final, vont reposer des vétérans. On l'a vu avec les Chiefs qui se sont fait exploser contre les Broncos. Fait que des fois, tu vas avoir des bonnes équipes contre des moins bonnes qui vont perdre, mais en 11-16, je suis très content de ces prédictions-là parce qu'il y en a quand même plusieurs qui ont rentré quand même. Puis toi? Je vais être honnête avec toi, je suis en train de les calculer. Ah, ok, ben, va te laisser du temps. Va te laisser du temps.
Je vais parler un petit peu là. J'ai choisi 10 matchs. J'ai laissé de côté les équipes qui s'affrontaient là, qui étaient déjà éliminées, parce que je voulais, en parlant des matchs, là, dire les derniers impacts là, qu'il y a eu au classement, quand on fait notre petit tour de piste, là, notre petit tour d'horizon. Euh, Est-ce que tu veux que je parle du match des Ravens avant que tu me dises combien de prédictions ou J'en ai une F. non, ben c'est quand même très bon. C'est Ouais. quand même très bon parce que plus que la moitié. Euh, Ça peut aller d'un bord comme de l'autre, là. On savait que C'est ça allait être difficile. on savait que ça allait être une semaine difficile parce que ben c'était la fin de la saison puis il y a des équipes qui mettaient des joueurs sur la touche pour les Ouais. éliminatoires. Donc Pour des, ga- voilà. pour des gageurs, là, c'est bon dans la NFL à partir de la mi-saison jusqu'à la dernière semaine, puis on oublie la dernière semaine. On s'amuse dans les séries après ça, mais sinon, là, c'est vraiment ça. Pour les Ravens de Baltimore, écoute, on a conservé facilement là, notre premier rang de division. Lamar Jackson, encore une fois, très, très solide. Presque 300 verges combinées. A été chercher 2 touchés par la passe. Mais Derek Henry, vraiment, là, quelle grande saison à sa première avec les Ravens de Baltimore. 20 courses dans ce match-là, 138 verges, 2 touchés au sol. Ce match a fini 35-10 face aux Browns de Cleveland. Après le match, on a congédié le coordonnateur à l'attaque là, des Browns de Cleveland. Écoute, chez les Browns, là, je ne sais pas ce que ça va ressembler de Sean Watson et ses 67 millions par année l'année prochaine. Pour moi, c'est clairement pas un corps partant encore dans la ligue. On n'a aucune solution là, en backup chez les Browns. C'est pas une bonne cuvée au repêchage pour les carrières, du moins c'est ce qu'on dit, à moins d'une surprise. Je ne sais vraiment pas dans quelle direction qu'on s'en va chez les Browns. Il y avait des rumeurs quand même que Kirk Cousins s'en aille là, puisque ça va être terminé là, avec les Falcons d'Atlanta, mais ça reste à voir. Autre rencontre que tu avais là sous tes yeux, eh bien c'est les Bengals contre les Steelers. Ouais, les Bengals qui jouaient le samedi. Ça, c'est 2 matchs qui se jouaient le samedi, là, les Ravens et les Bengals. Donc, les Bengals devaient absolument gagner contre les Steelers sur la route. C'est jamais facile de jouer à Pittsburgh sur la route. Il y a plusieurs choses intéressantes dans ce match-là. Les Bengals ont emporté 19-17. Donc, se donner une chance de rester en vie, là, mais on va voir tantôt que ça basculait de l'autre côté. Mais quand même, là, chez les Bengals, chapeau à Joe Burrow, qui a encore connu un solide match. Jamar Chase, encore une fois, les deux ensemble, là, Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins, ont vraiment été incroyables chez les Bengals cette année. On a quand même fini l'année là, avec 5 victoires de suite. On s'est donné une chance de faire les séries. Malheureusement, on a perdu des matchs là, qu'il fallait tout simplement pas perdre en début de saison. On se souvient, la défensive qui s'est ressaisie depuis 3-4 semaines. Là. On a vraiment joué un bon match contre les Steelers. Chez la défensive des Bengals. Mais ils ont commencé à jouer beaucoup trop tard à Cincinnati. Du côté des Steelers, là, ça fait 4 défaites de suite. Russell Wilson est méconnaissable. On revoit le Russell Wilson des Broncos de l'année dernière. George Pickens, aucune verge attrapée dans ce match-là. A échappé au moins 5 ballons dans ce match-là. Ça a été épouvantable, l'attaque des Steelers ici. Honnêtement, je suis vraiment pas confiant. Les Steelers entrent en éliminatoire, ce qui est grandiose, mais avec 4 défaites de suite, j'ai aucune confiance aux Steelers en série. Bon, moi non plus. Je pense qu'honnêtement, les Steelers ont bien débuté la saison, mais ont moyennement bien fini. Je trouve Ah, que les oui. lacunes se sont mises à sortir au courant des dernières parties. Puis je trouve pas qu'on a réussi à ramener le bateau sur la bonne voie. Puis je pense que ça va couler les Steelers là, en éliminatoire. Moi, ben, je suis extrêmement déçu de leur fin de saison avec 4 défaites consécutives. Là, ce match-là, il aurait vraiment fallu la gagner pour rentrer là, en série du bon pied. Michael Penix Jr. aura terminé la saison sur une bonne note malgré la défaite des Falcons aux mains des Panthers. Que dire de la performance de Bryce Young dans la partie? Ouais, Bryce Young dans ce match-là m'a convaincu. Bryce Young, je te dis pas que c'est le carrière étoile de l'année prochaine, mais quand même, les Panthers, bonne fin de saison. Là, on finit que, tu te rappelles notre power ranking des pires équipes, là, ils ont été là, au moins la moitié de la saison jusqu'à temps que les Giants là, prennent leur place. Mais Bryce Young finit l'année avec 5 victoires quand même. Là, chez les, ben, c'est pas lui qui a gagné tous ces matchs-là, mais quand même, bonne fin de saison. Là. Les Panthers finissent avec 5 victoires. Bryce Young dans cette rencontre-là,
25 en 34, 251 verges, 3 passes de toucher, aucune interception. A ajouté 5 courses, 24 verges, 2 touchés au sol. Donc un match de 5 touchés combinés quand même pour Bryce Young. Remporte ce match-là 44-38. Vraiment, là, chez les Falcons, on avait une chance de rester en vie. On n'aurait pas resté en vie, on va en parler tantôt. On avait une chance là, de gagner et on a même fini par perdre contre les Panthers de la Caroline. Ça, c'est vraiment inacceptable. Du côté de Michael Penix Jr., bon match. Par contre, une interception. Bijan Robinson a été solide avec 170 verges au sol, 2 touchés au sol aussi. Drake London comme receveur de passe, 10 réceptions, 187 verges, 2 touchés. Drake London, ça a été le joueur de la fin de semaine selon moi. Michael Penix Jr., le carrière, on l'a choisi 10e au total lors du dernier repêchage. A joué les 2-3 dernières semaines. Une victoire, 2 défaites à son dossier. Par contre, je pense qu'on peut arriver avec lui confortablement, là, avec une petite expérience comme deuxième année. Je pense qu'on peut arriver avec lui chez les Falcons comme carrière partant l'année prochaine. Avoir un bon vétéran qui va l'épauler là, comme backup. Je pense que ça va être ça la stratégie des Falcons. Pour moi, il m'a convaincu qu'il pouvait partir la saison prochaine comme carrière partant. Ils ont terminé la saison avec un dossier de 5 victoires et 12 défaites. Maintenant, un différentiel de moins 60. Ils ont mis fin à une séquence de 10 défaites consécutives avec une victoire face aux Packers de Green Bay. Caleb Williams et les Bears qui finissent sur une bonne note malgré une dizaine de 10 défaites consécutives. Absolument, mais il faut se rappeler qu'on avait commencé l'année avec 4 victoires, 2 revers chez les Bears, que moi j'étais en voiture avec eux autres là, jusqu'à ce moment-là. Finalement, il est arrivé une panoplie de choses. Tous les coachs se sont fait congédier. Mais là, Caleb Williams finit sur une bonne note. Un gros taux de pourcentage de passes complété dans ce match-là. Grosse victoire sur la route au Lambeau Field contre les Packers de Green Bay. 24-22 sur le dernier jeu du match. Un botté de Carlos Santos qui met entre les deux poteaux pour la victoire. Mais qu'est-ce qu'on retient chez les Packers? On va rentrer en série avec son receveur de passe étoile, Christian Watson, sorti. Probablement pour les séries, c'est au genou sa blessure. Et Jordan Love, blessé aussi, sorti dans cette rencontre-là. C'est blessé à l'épaule. Devrait être à son poste là, pour le premier match des séries, mais dans quelles conditions? C'est une blessure à l'épaule droite quand même pour Jordan Love. Ça, c'est vraiment très inquiétant chez les Packers de Green Bay. Oui, effectivement, 100% d'accord. J'ai bien hâte de voir la suite également. Autre rencontre qu'on va aller voir maintenant, eh bien, c'est la rencontre entre les... là, je la cherche, je m'excuse. Hein. Elle est où? Où est-elle? Les Chargers et les Raiders. Une victoire de Justin Herbert et les Chargers. Et on termine là, la saison sur une bonne note. Et on se prépare pour les éliminatoires contre les Texans. Ouais, exact. Qu'est-ce que je renote dans cette victoire-là, et pas juste dans cette victoire-là, mais tout au long de la saison, là, avec le nouveau régime de Jim Harbaugh comme entraîneur-chef, Justin Herbert utilise beaucoup moins son bras. 36 passes tentées dans ce match-là. Tu te souviens l'année dernière, puis l'autre saison d'avant, c'était toujours du 50 passes tentées par match, pas de jeu au sol, subissait des interceptions, pas un gros pourcentage de passes complétées. Cette fois-ci, là, avec une nouvelle stratégie, les Chargers entrent enfin en éliminatoire avec leur carrière Justin Herbert. Grosse performance de 346 verges, 2 passes de toucher avant d'entrer dans les séries éliminatoires. Ça, c'est vraiment extrêmement bon chez les Chargers. Et puis, on va en reparler tantôt. Mais ça se pourrait très bien que si les Ravens de Baltimore passent et les Chargers passent le premier tour, on va avoir une confrontation entre les frères Harbaugh comme entraîneur-chef. Ça serait vraiment extraordinaire en série. C'est ce que je souhaite d'ailleurs. Effectivement, on tient à saluer là, tous ceux et celles qui regardent présentement le segment 100% NFL, le Primetime PD Show. Donc, on tient à saluer le Phil Gendron, Mélanie Savard, Philippe Labrie, Jean-François Basque, Jérémy Denicourt, ainsi là que tous ceux et celles qui sont là présentement. Donc, vous êtes salués. On poursuit avec les matchs là, de la semaine 18. Et celui entre les Broncos de Denver et les Chiefs de Kansas City qui n'ont fait qu'une bouchée des Chiefs lors de ce dernier match à Denver.
Ouais, exact. Il fallait passer en éliminatoire. Il fallait confirmer notre place en éliminatoire chez les Broncos de Denver. Écoute, les Chiefs ont reposé absolument tout le monde, là. On s'est fait exploser 38-0. Bo Nix a été excellent. 4 passes de toucher, presque 400 verges combinées. De son côté, Courtland Sutton, le receveur de passe, a été très bon aussi dans ce match-là. La seule chose que je voulais mentionner, c'était que les Broncos entraient en séries éliminatoires en vous parlant de ce match-là. On poursuit et j'ai bien hâte de voir les Broncos là, qui vont affronter les Bills à Buffalo. Ça va être un affrontement chaudement disputé, mais on va y revenir. Les... Chaudement discuté, mais il va faire fret, s'il vous plaît, là-bas à Buffalo. Effectivement, il va faire très très froid. Les Buccaneers de Tampa Bay n'avaient pas le droit d'échapper la rencontre face aux Saints de la Nouvelle-Orléans et ont signé un gain important. Et dans la victoire, Mike Evans, pour une 11e saison consécutive, va chercher le plateau des 1000 verges par la passe. Et il bat du même coup le record là, de Jerry Rice là, pour une 11e saison de suite de 1000 verges et plus. Puis s'il atteignait une saison de 1000 verges cette année, recevait un petit bonus de 3 millions de dollars en bonus. Donc ça, c'est vraiment... D'après ça moi, se il a prend payé très à bien. souper après la game. Lui. Je sais pas, ben surtout à son coach et carrière, parce que je sais pas si tu as vu comment que ça s'est terminé, cette rencontre-là. Mike Evans, on pouvait juste mettre le genou au sol, là, puis on gagnait le match, on s'assurait d'une place en éliminatoire, mais à la place de ça, il restait une trentaine de secondes. On a décidé de faire une passe de 5 verges. Puis vraiment, les Saints, la défensive des Saints a été bons joueurs parce que il manquait 5 verges là, à Mike Evans pour battre le record puis avoir 1000 verges. On y a laissé un coussin de 7 verges pour qu'il soit sûr de réussir à capter puis se rendre là, les demi-défensifs, ils ont vraiment laissé à Mike Evans. Mais vraiment, le gros, à part du boni, puis des records, puis des mentions personnelles, les Buccaneers de Tampa Bay poussé de 14 points, 14-0 quatrième quart pour se sauver avec la victoire parce qu'on perdait, là. On perdait pendant tout le long du match. Au quatrième quart, on réussit à se sauver avec la victoire, se qualifier en éliminatoire et du même coup éliminer les Falcons d'Atlanta. On ne sait pas si c'était sa dernière saison dans la NFL, mais il aura terminé sur une bonne note. Aaron Rodgers et les Jets qui l'ont emporté 32-20 sur les pauvres Dolphins de Miami. Ouais, les Dolphins qui avaient de très bonnes chances de faire les éliminatoires se sont fait éliminer après cette rencontre-là. Chez les Jets, oui, comme tu l'as mentionné, là, est-ce que ça va être sa dernière saison? Il va peut-être recevoir des offres. Là. Il y a plusieurs équipes en besoin. C'est pas une grosse cuvée en plus au draft. Peut-être un contrat d'un an quelque part. Mais c'est clair que ça sera pas à New York. Devante Adams, même chose, va tester le marché des joueurs autonomes s'il prend pas sa retraite. Fait à noter, là, j'ai lu ça cette semaine. Tyreek Hill, le receveur de passe étoile des Dolphins, a mentionné qu'il voulait quitter l'organisation. Donc, sera probablement pas de retour à Miami. Ça peut faire extrêmement mal aux Dolphins. Effectivement, ça pourrait être un élément, là, une grosse perte pour les Dolphins. 2 matchs encore à visionner. Celui entre les Seahawks de Seattle et là, je suis en train de le chercher encore une fois. Et les Rams de Los Angeles, ça a fini 30-25 là, chez les Seahawks. Écoute, d'un côté, on reposait Matthew Stafford chez les Rams. Jimmy Garoppolo avait le départ. Pas mal fait en plus, Jimmy G, pour sa seule prestation de la saison. Va se donner probablement un contrat quelque part l'année prochaine parce qu'il était cherché 334 verges par la passe, 2 passes de toucher. Puis du côté des Seahawks, on a gagné ça sur la route. On a fait jouer nos réguliers. Geno Smith, 20-27, 223 verges. 4 passes de toucher à 4 receveurs différents. Là. C'est ça la force des Seahawks, quand on distribue bien le ballon à tous nos receveurs. Si Geno Smith là, se concentre juste sur 1 ou 2 receveurs, va subir des interceptions, va avoir un bas pourcentage de passes complétées, mais quand il joue des matchs comme ça, va vraiment connaître du succès. Donc une belle victoire chez les Seahawks. On rentre avec du positif en série. Plusieurs ont mentionné que cette équipe a eu un calendrier à caractère facile. Et ils ont eu une sévère correction dimanche soir dernier alors qu'ils visitaient les Lions à Détroit. Les Vikings du Minnesota se sont inclinés 31-20 sur Jared Goff et les Lions. Oui, t'attendais que j'en vende. 31-9, je sais pas si t'avais dit à 20, j'ai peut-être mal entendu, là. Mais 31-9. 31.
31-9. Écoute, les Lions, avec ça, remportent le titre de section de la nationale. Écoute, ça a été un match extrêmement difficile pour Sam Darnold. 18-41, 166 verges seulement. Le jeu au sol a été inefficace. La défensive des Lions, on sait, là, c'est une défensive qui est rapiécée. Énormément de blessures au sein de la brigade défensive là, des Lions de Détroit. Connaît un excellent match. Jared Goff a été bon. 27 en 33, 231 verges, une passe de toucher. Subit quand même 2 interceptions, mais le joueur du match, Jahmyr Gibbs, 23 courses, le porteur de ballon, 139 verges, 3 touchés au sol, a ajouté 5 réceptions, 31 verges, 1 touché, donc 4 touchés combinés pour Jahmyr Gibbs. Vraiment, là, a été extraordinaire. Quelle saison pour le porteur de ballon de 2e année des Lions de Détroit. Ça, c'est une performance encourageante chez les Lions. J'aime qu'on les voit rentrer dans les séries. Tantôt, j'ai fait une petite erreur là, avec les Seahawks. On fait pas les éliminatoires là, chez les Seahawks de Seattle. J'ai mentionné là, qu'on rentrait avec du positif, mais on finit la saison avec du positif. C'est ça que je voulais dire. Allons vers notre dernier Power Ranking de la saison. Meilleur top 5 et pire top 5 de la saison dans la NFL. Et j'ai bien hâte de t'entendre. Ouais, mais écoute, top 5. On n'a pas parlé des. Moi, la semaine passée, là, j'avais Bills, Lions, Chiefs, Vikings, Rams. Ça, c'était mon top 5 la semaine passée. Cette semaine, écoute, je peux pas passer sous le silence la grande performance de la défensive des Lions. Victoire écrasante des Lions face à une équipe qui va être en éliminatoire, qui est une équipe qui avait 14 victoires, 2 défaites avant cette rencontre-là. On a battu, on a explosé les Vikings, on était tout seul sur le terrain. Les Lions, pour moi, finissent au premier rang. Au deuxième rang, j'ai les Bills de Buffalo. On a perdu en fin de semaine contre les Pats, mais on avait reposé aussi Josh Allen, les vétérans et compagnie. On les avait pas fait jouer. Donc, les Bills, pourquoi je les ai fait glisser d'une position? C'est pas à cause de la défaite quand on repose nos joueurs partants, mais c'est surtout on a affronté des équipes mauvaises. On a affronté les Jets, les Pats 2 fois, des équipes en difficulté en fin de saison. Je sais pas si on arrive avec Le bon mindset. Ben, le mindset, je pense qu'il est là, mais l'adversité, on n'a pas vécu l'adversité là, en fin de saison, on l'a vécu tout au long de l'année, mais pas en fin de saison. Ça a été un calendrier beaucoup trop facile pour eux, tandis que les Lions devaient absolument battre les Vikings là, pour gagner le titre de champion de la nationale, avoir un bye week en première ronde chez les Lions. C'est pour ça que je jamais devais de les mettre en première position. Donc, j'ai Lions, Bills. Je conserve les Chiefs au 3e rang. Écoute, je fais abstraction de la défaite dans la fin de semaine. On a fini la saison avec une seule défaite quand même. On peut jamais parier contre Patrick Mahomes. Les Eagles au 4e rang pour moi. Grosse fin de saison. On réussit même à gagner avec nos backups en fin de semaine passée. Et au 5e rang, j'ai sorti les Rams. Pas juste à cause de la défaite en fin de semaine, parce qu'ils ont quand même reposé Matthew Stafford, mais aussi, on a gagné dans les dernières semaines parce que avec des bas pointages, c'était pas facile, jamais facile contre des mauvaises équipes. J'ai rentré les Ravens de Baltimore avec 5 victoires de suite. On a le vent dans les voiles pour rentrer dans les séries éliminatoires. Donc, Lions en 1, Bills en 2, Chiefs en 3, Eagles en 4, Ravens en 5. J'ai sorti les Vikings et les Rams. Les Vikings, pour moi, devaient jouer dans un match tête pour rentrer là. Ils se sont fait péter directement. Ça mérite d'être clair. De mon côté, j'avais la semaine passée les Bills, les Lions, les Chiefs, les Rams et les Commanders. Cette semaine, les Lions, les Bills, les Chiefs, les Commanders au 4e rang et les Broncos de Denver au 5e rang, eux qui s'amènent en éliminatoire avec la confiance à plein régime de Bo Nix. Au niveau. Moi, j'hésitais là, 6e rang, 5e rang, Commanders ou Ravens. J'ai choisi les Ravens à cause de Lamar Jackson, Derrick Henry. Je pense qu'on a une force de frappe là. Et l'inexpérience peut-être là, de Jaden Daniels en série. Top 5 pires équipes, les pires max 6 de la NFL. De mon côté, les Browns, les Bears, les Giants, les Titans, les Pats pour le top 5. Okay. Écoute, moi j'ai les Browns en 1. Les Browns en 1. On va se ramasser avec Deshaun Watson encore l'année prochaine. Ça va être épouvantable. Les Browns, là, honnêtement, là, c'est la pire équipe. Ils ont fait un solide bond de mon côté. Les Titans en 2.
Là, on a annoncé là, que Will Levis était terminé. Il va être assis au bout du banc l'année prochaine. On n'a aucun corps arrière pour l'instant. Les Giants, même chose, pas de corps arrière. Les Raiders en 4, pas de corps arrière, pas de coach. Et je termine ça, les Bears, qui étaient au premier rang de mon power ranking, mais là, grande victoire sur la route quand même contre les réguliers des Packers. Les Packers n'ont pas fait reposer personne, là. Ils ont fait jouer leur vrai club. Grosse victoire sur la route des Bears. Pour moi, mérite pas de sortir de ce top 5-là, mais mérite la 5e place. Intéressant. Allons maintenant vers nos prédictions pour les éliminatoires et ça débute samedi le 11 janvier en direct de Houston alors que les Texans reçoivent les Chargers. Ouais, petite parenthèse ici, je l'ai nommé tantôt, mais les deux champions de chaque conférence, soit la nationale et l'américaine, ont un bye week en première ronde. Donc, les Lions d'un côté ne jouent pas la première ronde et évidemment, les Chiefs de Kansas City ont un bye week aussi en première ronde. Donc, Chargers, Texans. Écoute, les Texans, j'ai grande saison encore une fois. Par contre, a été coup-ci, coup-ça, des hauts et des bas, mais très, très bonne saison quand même chez les Texans. Pour moi, les Chargers arrivent. Jim Harbaugh, excellent entraîneur. On est sur la route. On a faim. On veut aller affronter les Ravens de Baltimore au deuxième rang si les Ravens passent. Pour moi, j'y vais avec les Chargers sur la route qui vont aller surprendre les Texans de Houston. On a beaucoup de problèmes avec la ligne à l'attaque des Texans. On a une bonne défensive chez les Chargers cette année. 100% d'accord avec toi. Je pense qu'il y a eu de lourdes pertes du côté des Texans en début de saison. Et je pense que c'est peut-être le pourquoi qu'aujourd'hui, moi qui avais une pleine confiance envers les Texans, je vais me ranger derrière les Chargers pour ce match. Steelers, Ravens à Baltimore, ça va faire du bruit à Baltimore. Je n'ai pas confiance aux Steelers sur la route, encore moins contre les Ravens. Et Baltimore va l'emporter à la maison. Écoute, ça va pas juste faire du bruit dans le stade, mais dans tous les beaux bars sportifs qu'il y a alentour du stade. J'étais allé plusieurs fois, comme tu le sais, à Baltimore, surtout pour le baseball. Là. Mais alentours des stades, là, c'est vraiment extraordinaire le nightlife là-bas. Pour une ville là, qui est vraiment notée comme une ville dangereuse là, aux États-Unis, mais vraiment là, le nightlife, les bars sportifs avant les matchs, je peux te dire que il y a pas mal d'actions, surtout quand Prime Time est à Baltimore. Il y a encore plus d'actions. Les bars là-bas, on fait tourner la place. Mais effectivement, pour revenir au football, les Ravens de Baltimore, écoute, on a le vent dans les voiles, 5 victoires de suite. Les Steelers qui ont 4 défaites de suite. Selon moi, Lamar Jackson, Derrick Henry vont passer au travers des Steelers dans ce match-là. Pour moi, je mets les Ravens gagnants à domicile. Un solide duel offensif attendra les Bills contre les Broncos à Buffalo. La Bills Mafia qui va faire du bruit. Et les Bills de Josh Allen vont l'emporter à Buffalo. Ouais, Josh Allen est là dans sa carrière. Je pense pas qu'on va se faire battre par Bo Nix. Ça a été extraordinaire cette année dans les conversations avec la recrue de l'année, certainement là avec Jayden Daniels. Mais pour moi, les Bills vont l'emporter face aux Broncos à domicile. Josh Allen est rendu là, il faut aller jusqu'au bout. J'ai très très hâte de t'entendre sur le match entre les Packers de Green Bay et les Eagles à Philadelphie. Ça va être un autre match fort intéressant. Sachant que Christian Watson est terminé pour les séries, sachant que Jordan Love va jouer, mais avec l'épaule droite, en plus, c'est un carrière droitier, l'épaule droite amochée, j'y vais avec les Eagles à domicile. Jalen Hurts, qui est reposé quand même, là, est absent les 2 dernières semaines. On gagnait pareil là, avec les Eagles, avec leur backup. Les Eagles, pour moi, ont une excellente équipe. Puis Jalen Hurts revient. Je pense que les Eagles vont gagner ça à domicile. Eagles de mon côté également. Une rencontre que j'ai très, très, très hâte de regarder. C'est celle entre Jayden Daniels et Baker Mayfield en direct de Tampa Bay. Ça va être chaudement disputé. C'est moi qui ai hâte de t'écouter là-dessus parce que c'est tes deux équipes, là, à part les Lions puis les Bills, c'est tes deux équipes préférées en plus. Je sais pas qui tu vas prendre. Honnêtement, moi, je veux compter pour Jayden Daniels. Écoute, tu l'as mis dans ton top 5. Moi, son 6e. Les Bucks, ça a tout pris pour battre les Saints la semaine passée. On était à domicile aussi. On n'était pas à domicile. Je pense qu'on était sur la route, par exemple, contre... Non, on était à domicile contre les Saints. Écoute, moi, j'y vais là, avec les Commanders. Victoire de Jayden Daniels. Sa grande saison se termine pas là.
J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que je suis avant tout un partisan des Bills. J'ai développé de l'amour pour les Lions de Détroit. Mais depuis l'ère Tom Brady, j'ai quand même C'est un peu de mon c'est cœur juste qui est resté avec les Buccaneers. L'histoire de comme Tom Baker Brady. Mayfield, euh, l'expérience qu'a les Buccaneers à l'attaque n'est pas mauvaise. Mais l'histoire de Jaden Daniels depuis le début de la saison est phénoménale. Les Commanders ont eu une excellente saison. Tu l'as dit, les Buccaneers l'ont emporté à l'arraché contre les Saints. Ils ont connu beaucoup de bas dans la saison. Ils ont été capables de remonter la chaîne. Mais de l'autre côté, je regarde la saison qu'ont connue les Commanders qui, selon moi, ont eu beaucoup plus de succès que les Bucs sur le long terme. Je vais me ranger derrière les Commanders de Washington dans cette rencontre. Mais ton préambule, là, ça me disait un peu comme la carrière de Tom Brady. C'était l'amour avec les Patriots. Il a découvert l'amour avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, puis il a été avec les Buccaneers pour le sexe. C'est la même affaire pour toi. T'as trouvé l'amour avec les Lions, puis tu utilises les Bucks pour le sexe. Ok, on va laisser cette conversation-là, puis on va aller vers le dernier match de cette ronde entre les Rams et les Vikings. J'ai hâte de t'entendre sur celle-là. Ah, écoute, le dernier match des Vikings m'a réellement refroidi sur eux autres. Mais les Rams aussi n'ont pas eu des victoires convaincantes dans les dernières semaines. Euh, je pense que les Vikings, cette année, après une performance coup ont toujours rebondi. Je pense que j'y vais avec les Vikings. Moi, je vais y aller avec les Rams. Ah ouais, c'est notre seule Je prédiction vais y qui est aller avec passée. les Rams parce qu'il y a quelque chose qui m'inspire pas confiance envers les Vikings. J'ai souvent pris les Vikings dans mes prédictions cette saison, mais on a été très froid dans notre performance du dernier match. Les On Rams a 14, qui... on a 14 victoires chez les Vikings cette année, là, et je les ai sentis là, fragiles tout au long de la saison quand même. Là. Puis, Puis- tu sais, on jouait pour le championnat national. Là. Les Rams qui ont commencé très très difficilement ont surprenamment bien terminé la saison malgré les blessures. Puis je pense que à domicile, ça peut être le facteur qui va être le tournant dans ce match-là. Puis je m'arrange du côté des Rams. Et pas un mauvais choix. Donc, mesdames, messieurs, c'est... Je peux juste dire une Ouais, petite dernière chose? vas-y. Matthew Stafford qui a gagné un Super Bowl face à Sam Darnold qui a toujours été un flop, entre parenthèses, depuis le début de sa carrière. Ça peut jouer gros dans ce match-là aussi. Ça peut jouer dans la tête de Sam Darnold, ça, durant la partie. Surtout si on débute mal la rencontre du côté des Vikings. Mesdames, messieurs, c'est ce qui met fin à notre segment 100% NFL sur le terrain avec Prime Time PD. Pierre-David, on se dit à la semaine prochaine pour un autre tour d'horizon des éliminatoires dans la NFL. Yes, sir. Et on accueille maintenant, mesdames, messieurs, pour le segment du haut de la passerelle, pour le segment 100% CH ce soir, la voix mielleuse de votre échec avant, Cédric Paquette. Et je vous l'ai dit, à JC, à TVA Sport, on a le coach Bergy. À RDS, à BPM Sport, on a le coach Bob Hartley. Puis à l'échec avant, on a le coach Harfy. Comment allez-vous les boys? Ça va super bien, merci. Ça va très bien. Super bien, merci. Les boys, on a beaucoup de choses à décortiquer ce soir. Beaucoup de sujets intéressants à amener. Tout d'abord, qui aurait cru, les gars, que le Canadien serait revenu du voyage dans l'Ouest avec 8 points sur une possibilité de 10? C'est pas croyable. Moi, je m'attendais pas à ça du tout, mais c'est tout un rebondissement Pas grand là, depuis un petit bout là, pour le Canadien. Simon? Ouais, le Canadien est en feu présentement, puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'entendait à ça, mais on en a parlé un petit peu l'autre fois, que les deux gardiens de but, ça aide beaucoup d'avoir deux gardiens qui sont capables de faire le travail.
même si Montembeault a un petit peu plus de difficultés ces temps-ci. Mais, tu sais, il inspire confiance quand même. Puis toute l'équipe fonctionne. On roule à 4 trios. Fait que je pense que les gars, ils ont juste confiance en eux autres. Puis ils ont une belle chimie. Puis tout part de là, tu sais. Globalement, le Canadien a été fumant lors de ce voyage. On a parlé des 4 trios qui vont à fond de train. Les 3 duos de défenseurs qui jouent très bien. On a un duo de gardiens de but qui finalement nous permet d'aller chercher des victoires importantes. Dobèche qui non seulement l'emporte par jeu blanc en Floride, mais s'en va battre l'Avalanche au Colorado en tir de barrage alors qu'il a frustré à 2 reprises Colton et Lekonen en échappée en prolongation. Va stopper Rantanen non seulement en tir de barrage. Que dire de la confiance, de la prestance et du calme que dégage Jacob Dobèche depuis son entrée avec le Canadien? Ben écoute, c'est incroyable de voir un jeune gardien comme ça arriver. Déjà, on a vu, là, c'était partout la statistique, il y a juste 4 gardiens qui ont commencé avec le Canadien avec un blanchissage. Déjà, ça te place en confiance comme c'est pas possible. Il y a quasiment personne qui a réussi à faire ça, jamais. Puis ensuite, de suivre ça contre Colorado, qui est une des meilleures équipes de la Ligue, on le sait, qui a une des meilleures offensives de la Ligue, puis d'être capable d'allouer juste un but, puis d'aller bloquer ces tirs-là en tir de barrage contre des gars pleins de talent, qui sont des marqueurs incroyables en tir de barrage, en échappé. C'est incroyable. Puis ça, on dit souvent la confiance part du gardien de but pour le reste de l'équipe. Quand tu as un gardien comme ça qui dégage la confiance comme ça, ben c'est juste facile d'enchaîner là, quand tu es en avant de lui. Simon, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur Dobèche? Oh! Est-ce qu'on a perdu le coach? Je sais pas si vous m'entendez. Ah oui, on t'entend. Ouais, je sais pas si vous m'entendez. Ouais, ok, parfait. Ouais, ben, tu sais, je suis d'accord avec toi, là, Cédric. Puis, tu sais, Dobèche, je le trouve vraiment, dans le jargon, on dit square, là. Tu sais, il est gros, il prend de la place devant son filet. Puis, je le trouve intense. Je sais pas si vous avez vu l'entrevue qu'il a faite avec Pierre Houd. Il a même repris Pierre Houd pour dire que pour lui, tous les gars, ils croient, puis qu'il n'y a personne qui se sous-estime dans ce club-là. Tout le monde a l'identité d'être un gagnant dans cette équipe-là. Fait que déjà là, c'est une bonne partie de ce que peut représenter Jacob Dobèche. Je le trouve solide, je le trouve prêt à affronter les meilleurs joueurs. On parlait aussi qu'il faisait penser un peu à Carey Price avec son équipement puis avec son style de jeu, son gabarit. Puis c'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance. Il y a des similarités dans son jeu. Surtout quand il sort de son filet. Moi, c'est ça qui m'a surpris le plus avec Dobèche. Il sort de son filet assez aisément pour aider les défenseurs, ce que Carey faisait beaucoup, ce que Montembeault a un peu plus de difficulté à faire. Là. Fait que je pense que c'est bon, une saine compétition entre les deux gardiens qui peuvent s'aider aussi durant les pratiques. C'est le fun pour tout le monde. Le Canadien a débuté son voyage contre les Panthers de la Floride, l'emportant 4-0. S'en est suivi deux matchs en 24 heures où on affrontait ensuite les Lightning de Tampa Bay et le Canadien l'a emporté 5-2. Le 31 décembre, dernière journée de 2024, le Canadien revient de l'arrière pour la première fois de la saison et l'emporte contre les Golden Knights 3-2 dans un match où Kirby Dach a procuré la victoire aux Canadiens. L'équipe a probablement fêté à Vegas au jour de l'an. Le Canadien a bien joué sans plus contre les Blackhawks, échappant le match 4-2, mais les Blackhawks avaient quand même le couteau entre les dents après une performance lamentable lors de la classique hivernale contre les Blues de Saint-Louis. Le Canadien s'amène dans un autre match où on devait jouer 2 matchs en 24 heures dans l'altitude de Denver au Colorado, où le Canadien a donné une solide performance aux mains de l'Avalanche. Et encore une fois, le CH qui tirait de l'arrière après 40 minutes de jeu a trouvé le moyen de créer l'égalité par le but de Cole Caulfield et l'emporter de même en tir de barrage.
Et hier soir, le Canadien affrontait les Canucks de Vancouver. Un match qui a débuté avec une allure robuste. Caden Goulet qui a frappé en début de match. Les joueurs du Canadien qui étaient allumés. Vancouver était allumé. On a assisté à un duel d'équipe canadienne qui avait le couteau entre les dents. Le Canadien a pris rapidement les devants dans le match. A vu les Canucks reprendre les devants 3-1 lors de la deuxième période. Et encore une fois, en troisième, on a démontré du caractère chez le Canadien. Et on a terminé le compte 5-4 sur le but gagnant de Nick Suzuki. À quel point le Canadien, présentement, démontre une grosse preuve de caractère. T'as le mot exact, c'est caractère. C'est depuis, avant là, cette streak de match-là, là, où est-ce qu'on joue bien, c'était on se fait compter un but, il y en a un deuxième qui s'en vient. C'était comme ça à tous les matchs. Le premier but, il rentre, il y en a un deuxième qui va rentrer. Là, il y a un but qui rentre, le Canadien est capable de revenir, aller rechercher les devants. Tu l'as dit, ils sont revenus de l'arrière. Là, ça fait 2-3 fois dans les derniers matchs qu'ils tirent de l'arrière, qui remontent, qui gagnent la partie. Puis, comme tu as dit, là, surtout contre les Canucks et contre Chicago, on dirait que ça commence à faire mal de jouer contre le Canadien. Les joueurs des autres équipes vont commencer à avoir peur d'aller sur le bord de la bande où est-ce que Caden Goulet est, parce que tu sais jamais quand tu vas te faire rentrer dedans par le train. Fait que ça commence à être stressant d'aller dans le fond, puis ça commence à être stressant quasiment de jouer avec une avance, parce que tu sais que le Canadien va remonter, il va frapper, puis il va aller chercher les rondelles pour faire la remontée. Ouais, c'est vrai, tu sais, on s'affaisse plus sur notre sort, on se décourage pas dès qu'il y a un premier obstacle, tu sais. On continue de pousser dans la même direction, puis la direction, c'est la bonne parce que c'est la zone adverse. On n'essaye plus de juste ne pas se faire compter un but, de ne pas faire la prochaine erreur, tu sais. Puis on essaie d'aller augmenter justement Souvent, on voit le Canadien justement se faire marquer un but, puis tout de suite après, on passe une bonne présence en fond de territoire adverse, ce qu'on ne faisait pas au début de la saison. On s'affaissait dessus, puis tout de suite, puis souvent, on se faisait même compter 2 buts en peu de temps, tu sais. Là, hier, on a eu un mini flash de ça là, contre les Canucks. Là, on s'est fait compter 2 buts rapidement. Mais la différence avec la confiance du début de la saison puis la confiance de ce qu'on a en ce moment est là parce que au début de la saison, ça serait affaissé puis le match serait sûrement solvé par une défaite. T'sais. Tandis que là, le Canadien a poussé puis on dit non, on est capable de revenir dans ces matchs-là puis on a un gardien de but qui est capable de faire les arrêts clés. Fait je pense qu'on est à cette étape-là de se dire que les 4 trios peuvent fonctionner, même si en ce moment, Lainé n'est pas là, puis on le remplace par Pezzetta qui joue presque pas. Ça, c'est une autre décision. Là. On peut en parler peut-être un peu plus tard, là, mais on roule à 4 trios. Les 3 paires de défenseurs jouent pas mal similaires. On peut les envoyer contre n'importe qui. Fait, regarde, présentement, le Canadien est en pleine confiance, puis c'est juste bon. C'est beau à voir aussi, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. T'sais. Martin Saint-Louis a mentionné hier, après le match, lors de son point de presse, que les gars avaient la mentalité de jouer chacun pour les autres. On joue, Suzuki joue pour Caulfield, Caulfield joue pour Suzuki. Les coéquipiers jouent pour leurs coéquipiers. On joue pas pour Martin Saint-Louis, on joue pour les coéquipiers. On veut performer, tout le monde a le couteau entre les dents. Oh, ça a comme coupé. Qu'est-ce que tu as mentionné? Non, j'ai dit, il y a comme un esprit de corps dans cette équipe-là, tu sais, c'est vraiment ça. Je pense que c'est ce que Martin Saint-Louis voulait amener. Là. Moi, là... Que chaque joueur est là et est prêt à jouer pour son coéquipier, pour le gars à gauche puis le gars à droite. Il ne regarde pas c'est qui. C'est juste, c'est le premier. Si un de nos gars se fait frapper, ben, on va aller de confiance, comme Kirby Dack l'a eu au début de la saison. Ben, les gars, ils n'ont pas abandonné sur lui, tu sais. Puis regardez comment il a réagi dans les derniers matchs. Il a repris confiance. Puis ça, c'est pas juste parce qu'il a compté un but. C'est parce que les gars, ils n'ont pas abandonné non plus là-dedans, tu sais. Fait que c'est l'esprit de corps d'une équipe. Puis ça, c'est une grande, grande partie. On la néglige souvent. Puis ça, c'est une grande partie dans une équipe puis dans le succès d'une équipe, t'sais. 100% d'accord. Les gars, je veux pas m'éterniser sur la partie contre les Canucks, mais il y a la performance d'un joueur chez les Canadiens qui m'a laissé un peu sur ma faim parce que depuis son arrivée avec le Canadien, je suis probablement son plus grand fan. Je suis probablement son fan numéro 1. Puis j'ai toujours adoré ce gars-là. Depuis son arrivée avec le Canadien, démontre qu'il veut jouer, démontre qu'il a le Canadien sur le cœur.
Mais quand je regarde les dernières performances de Dobesch, qui je le rappelle, n'a que 2 matchs dans la Ligue nationale, je pars pas en peur. C'est à se demander, est-ce que la performance d'hier de Samuel Montembeault vous inquiète à long terme? Bah, je pense pas que ça m'inquiète à long terme. On sait, ça y arrive une fois de temps en temps des moins bons matchs, mais ça arrive à n'importe quel gardien. Puis là, je pense que la compétition avec Dobesch va le pousser à être meilleur. Fait que je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il monte son jeu d'un cran encore une fois. Là, je pense que, je l'ai déjà dit, là, je pense pas que c'est le gardien à long terme avec qui le Canadien va aller chercher la Coupe Stanley. Je pense qu'avec le peu qu'on a vu présentement, Dobesch ressemble un peu plus à avoir cette prestance-là là, devant le filet. Puis on a encore Jacob Fowler dans le système. Mais j'ai pas l'impression que Montembeault, c'est le gars qui va être devant le filet pour la Coupe Stanley. Mais je pense que pour l'instant, s'il peut monter son jeu d'un cran avec Dobesch derrière lui, on va avoir un bon tandem de gardiens jusqu'à temps qu'on soit prêt à aller chercher ce niveau de compétition-là. Ben, je suis tellement d'accord avec toi, Sad. Là, c'est exactement ça. Puis, tu sais, Montembeault peut faire le travail sur. Moi, je pense sur le long terme, quand même, mais ça va pour les 2 gardiens. Il va falloir tout le temps avoir un coup de main de son côté. Tu sais. Il ne pourra pas faire le travail tout seul sur une longue période. C'est là qu'en séries éliminatoires, peut-être que ça devient un léger problème. Mais tu as mentionné Fowler, c'est le futur. Je pense que l'organisation a beaucoup d'attentes envers ce jeune homme-là. Mais pour l'instant, on peut voir que Montembeault fait le travail quand même s'il y a des lacunes présentement. Mais comme tu l'as dit aussi si bien, c'est normal, on le voit souvent ça du côté de Sam. Il y a une bonne séquence où est-ce qu'il arrête tout, il n'y a rien qui rentre, puis 2-3 matchs où est-ce que c'est un petit peu plus difficile. Est-ce que c'est parce que Dobesch est là puis il sent la compétition? Je pense pas. Il a vécu le ménage à 3 par le passé, Montembeault, il avait bien fait quand même. Fait moi, j'aime mieux voir la gourde à moitié pleine qu'à moitié vide. Je pense que le duo qu'on a présentement, c'est plus positif qu'il peut être négatif. T'sais. Si un va mal, l'autre peut prendre la relève. Ouais, non, je suis 100% d'accord. Là, le Canadien s'en va encore dans une séquence de 2 matchs en 24 heures. À Washington vendredi, à Montréal samedi contre les Stars de Dallas. Ma question est la suivante. Vous êtes Martin Saint-Louis. Qui placez-vous devant le filet contre les puissants Capitals à Washington? C'est une dure décision à prendre parce que par la suite, tu as quand même les Stars qui sont pas mauvais non plus du tout. C'est difficile. Honnêtement, moi, je pense qu'au stade où est-ce qu'on en est, il n'y a plus vraiment de différence entre Montembeault et Dobesch qui va te livrer la meilleure performance. C'est un 50-50. Là. Je pense qu'il n'y a pas énormément de stratégie à avoir sur qui obtient le départ au premier match. Tout simplement que l'autre gardien va avoir le deuxième. Là. Il n'y a plus de 2 matchs en 2 soirs pour le même gardien qui vont se donner, d'après moi. Donc, je pense que c'est Montembeault qui a eu le départ lundi. Donc, peut-être qu'on va vouloir envoyer Dobesch alterner tant qu'à ce que ça soit un 50-50. Donc, moi, je pense que j'irais pour Dobesch. Mais encore là, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Là. Moi aussi, je suis pas mal d'accord aussi. La seule chose, c'est que je me dis, est-ce qu'on a comme plus tendance à mettre Samuel Montembeault comme au Centre Bell, à domicile? On faisait ça aussi avec Carey, avec son adjoint. On mettait tout le temps plus l'auxiliaire, entre guillemets, sur la route, puis le gardien numéro 1 à domicile. Moi, un ou l'autre, j'ai aucun problème avec ça, comme tu as dit aussi. Dobesch et Montembeault sont capables de garder les deux contre ces 2 équipes-là. C'est 2 fortes équipes dans la Ligue nationale. Fait que peu importe laquelle, il n'y a pas une équipe plus faible ou une équipe que tu te dis habituellement, c'est laquelle que j'ai le plus de chance d'aller chercher ces 2 points-là. T'sais. Là, c'est pas mal égal. Fait je pense qu'à domicile, ça va être Sam, puis je pense que Dobesch va être contre les Capitals, un peu comme toi, ça, là-dessus, mais si c'est l'inverse que Martin décide, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense pas qu'il y ait personne qui va monter sur ses grands chevaux à Montréal qui va dire hey, non, Samuel aurait dû être devant le filet contre les Capitals. Un ou l'autre peut faire le travail. Pourquoi pas y aller avec le jeune Dobesch pour une première expérience contre Ovi? Cédric voulait en parler la semaine passée, mais il n'a pas pu être des nôtres. Je me suis permis de conserver ce sujet ce soir. Kent Hughes qui va livrer un point de presse demain en avant-midi pour faire son bilan de mi-saison. Ça va être très, très, très intéressant. Et
c'est pas mal certain à 99% qu'un journaliste va lui demander son point de vue sur le départ d'Alexandre Carrier avec le CH depuis l'acquisition de Kent Hughes, dans l'échange envoyant le très bon défenseur Justin Barron aux Prédateurs de Nashville. Les gars, depuis son arrivée avec le Canadien, Carrier a permis à Saint-Louis et à Stéphane Robida de placer ses défenseurs dans la bonne chaise. Matheson est avec Goulet, est avec Hudson. Goulet est avec Carrier. Savard est avec Xhekaj. À quel point le jeu de Carrier vient stabiliser la défensive chez le Canadien? Écoute, on parlait de caractère tantôt. C'est précisément ça qu'on est allé chercher avec Carrier. Depuis qu'il est là, le Canadien a perdu 2 matchs. Si mon ouais. compte est bon, là, c'est contre Columbus et contre Chicago. Je pense que c'est les 2 seules défaites qu'on a avec Carrier. Tu parlais de Goulet on parlait tantôt de Goulet qui a eu un très bon match là, contre Vancouver. Il joue maintenant à gauche au lieu d'être forcé de jouer à droite parce qu'on n'avait pas assez de bons défenseurs droitiers. Puis là, Carrier, c'est le caractère. Ça rapporte une belle présence à la brigade défensive comparativement à Barron, qui est, je sais que tu l'aimes beaucoup, là, Marco, je m'excuse, qui est un grand perdu. Puis que quand tu changes ce perdu-là pour un gars qui sait ce qu'il fait sur la glace, qui est un vétéran, qui a une belle présence, ben ça donne une brigade défensive au complet, plus en confiance. Cette confiance-là se transmet aux attaquants. On compte des buts, on en laisse passer moins. Tout de cet échange-là est parfait pour l'instant, même si Barron se développe correctement, ce qui n'a pas l'air d'être le cas à Nashville jusqu'à date. Je pense que le Canadien a gagné l'échange. Hey, juste petite parenthèse, là. Roman Yossi, présentement, est découragé de Justin Barron. Andrew Brunette, qui, j'imagine, a eu la demande par Barry Trotz de placer Barron avec Yossi. Yossi a dit gentiment que Barron était littéralement perdu sur la glace. Puis, tu sais, mon amour est tellement fort pour Barron qu'on pourrait la comparer à votre amour pour Kucherov, les gars. Ça, c'est de la belle comparaison. C'est intense un peu, je trouve. Là. Harvey, quand tu ouais, parles... c'est pas mal intense. Harvey, quand tu nommes le nom Kucherov, il y a de la boucane qui sort de ses oreilles. Le nom Kucherov ou Marchand, c'est la même affaire. Mais Simon, tes impressions sur Carrier? Non, mais c'est ça, tu sais, il vient stabiliser la défensive, il vient mettre vraiment tout le monde dans sa chaise. On en a parlé un peu la semaine passée aussi, puis la fameuse chaise à Martin. Là. Mais c'est ça, avec Alex Carrier, c'est une stabilité, puis c'est que tout le monde tombe dans son rôle. Savard puis Xhekaj, quand Savard est en santé, ça fait une troisième paire que les autres équipes n'aiment pas affronter. Là. C'est lourd, c'est pesant. Carrier vient stabiliser Goulet qui peut même maintenant se porter à l'attaque un peu plus. Puis Lane Hudson avec Matheson, ça fait un duo super dynamique offensivement. Quand l'un s'avance, l'autre peut rester plus en arrière un peu. Puis les deux peuvent complètement aussi se démarquer offensivement, plus aux attaquants à prendre la place. Mais ça fait vraiment 3 paires que tu peux utiliser un peu n'importe quand. Puis ça vient juste comme, je vais dire encore le mot stabiliser, mais c'est vraiment ça. C'est que tout le monde joue à sa manière, puis tout le monde a vraiment son avenue dans l'équipe. Tout le monde a vraiment son plan défini. C'est Xhekaj, Savard, c'est plus défensif. Matheson, Hudson, c'est à l'attaque. Puis Carrier avec Goulet, on joue contre la meilleure paire, le meilleur trio de l'autre côté. Fait que vraiment, ça l'offre une latitude à Martin Saint-Louis d'avoir un Jalen Struble dans les estrades. T'sais. Le Canadien a gagné 8 de ses 10 derniers matchs. Le Canadien est présentement dans le mix, dans la dernière position des équipes repêchées avec 41 points. Dossier de 19 victoires, 18 revers et 3 défaites en temps supplémentaire. Le Canadien est à 1 point du Lightning et de la première place d'équipe repêchée. Et dans sa division, est à seulement 4 points des Bruins de Boston avec 2 matchs en main sur les Bruins.
RDS a sorti il y a quelques Ça, j'aime minutes ça. des points importants depuis le début de la saison. Lane Hudson, 30 points depuis le début de la saison. Nick Suzuki, 41 points en 40 matchs. Emil Heinemann, probablement la surprise de la saison chez le Canadien, a 10 buts depuis le début de la saison. Jake Evans totalise 10 buts depuis le début de la saison. Et Cole Caulfield a présentement 22 buts. Les gars, si je vous avais demandé au début de la saison et je vous avais dit le 7 janvier 2025, le Canadien va être dans le mix, auriez-vous cru à ces propos? Non, du tout. Honnêtement, moi, j'avais placé le Canadien dernier dans la division. Puis, parti comme que c'est, je suis encore pas certain qu'ils vont terminer dans une place de série, même si c'est encourageant de voir là qu'ils sont vraiment pas loin d'une place de série de division, pas juste comme équipe repêchée, là. Ils sont quand même assez près de Boston. Donc, c'est très encourageant, mais jamais j'aurais cru que le 7 janvier, on était dans une place de série. Pour moi, Canadien, il manquait encore une saison pour avoir ce step-là. Mais là, présentement, je sais pas si c'est Canadien qui a pris le step ou Détroit et Buffalo qui ont descendu d'une marche aussi en même temps. Ça aide un peu, là. Mais on est encore plus dans le mix qu'on pensait finalement. On en a parlé là, il y a quelques mois j'avais dit moi-même que pour moi, l'erreur qu'on avait fait au début de la saison, c'était de mentionner le mix. Et finalement, je suis heureux d'admettre que j'avais peut-être tort finalement, puis qu'on se retrouve dans le mix au mois de janvier, là. Ben, tu sais, moi, je pense que c'est un mélange des deux. Tu as parlé de ce que les autres clubs éprouvent comme difficulté, puis ce que le Canadien fait. On voulait voir une progression, on la voit tranquillement, tu sais, cette progression-là. Puis même au courant de la propre saison, tu sais, on a vu les déboires en début d'année, puis là, on voit que l'équipe s'améliore de match en match. Tu sais. On voit vraiment la progression, puis ce que Martin Saint-Louis voulait imposer comme système. Fait que, moi, puis tout le monde le sait, puis je m'en cacherai pas, je suis le plus grand fan du Canadien. Là. Fait que, moi, je suis très content de les voir là. Puis même au début de la saison, je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire les séries? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'ils vont être tout près? Est-ce qu'ils vont être dans le fameux mix? Moi, j'y croyais. Moi, je pensais qu'on allait finir à quelques points d'une place en série. Puis ça se peut que c'est ça qui arrive. Là. Présentement, de les voir là avec le petit en haut de la ligne noire qui dit qu'on est dans les équipes repêchées, pour moi, c'est satisfaisant. C'est surtout satisfaisant pour les joueurs, parce qu'eux autres aussi, là, ils ne veulent pas, à un moment donné, perdre, puis ne pas faire partie de ce mix-là. Mais ça doit être lourd d'une certaine manière, là, surtout pour des gars qui, des Josh Anderson, des Christian Dvorak, même Cole Caulfield et Nick Suzuki sont là depuis un certain moment, là aussi dans la Ligue nationale. Eux aussi veulent aller goûter aux séries éliminatoires puis faire partie des équipes compétitives jusqu'à la fin. Fait. C'est juste beau, puis il y a une bonne progression. Puis il y a d'autres à venir. On parle de Demidov pour l'année prochaine. On a un Michael H qui sera peut-être là dans 2 ans ou 3 ans. On a un Logan Mayou qui est encore en bas avec un Adam Ekstrom. On a parlé de Fowler tantôt. On a encore plusieurs beaux projets qui s'en viennent, en plus de ce qu'on voit présentement. L'avenir est vraiment rouge, là, je pense, du côté du Canadien. 100% d'accord. Les gars, je veux terminer rapidement avec ce sujet parce que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. On a été habitués lors des dernières saisons, quand le Canadien avait un blessé, de ne pas révéler la nature de la blessure. Ce qui est comprenable dans un sens. Le Canadien, dans les 3 derniers matchs, a été privé de David Savard blessé au haut du corps et Patrick Laine avec des symptômes grippaux. Si on se rappelle, contre les Blue Jackets de Columbus, Laine a été visé à plusieurs reprises et a semblé se blesser plus ou moins. On l'a sorti du match pour éviter une quelconque situation malheureuse. Il est revenu dans le match suivant. Mais depuis ce temps-là, Patrick Laine a manqué 3 matchs de suite. Ma question est la suivante. Est-ce que le Canadien nous cache la vraie situation de Patrick Laine ou est-il vraiment atteint des symptômes grippaux? C'est une très bonne question. C'est vrai que là, quand tu mets les faits comme ça sonne comme une drôle de coïncidence. Seule chose que je me demande, c'est si il n'y a pas un règlement quelconque qui dit que le Canadien n'a pas le droit de dire
dans le fond, de mentir littéralement, là, s'il est blessé puis de dire qu'il est malade. Je suis pas certain qu'il y ait un règlement pour ça, mais c'est quelque chose qu'on pourrait se poser comme question dans cette situation-là. Mais c'est sûr là, que, comme tu dis, c'est un petit peu une drôle de suite d'événements, là, effectivement. Ah ben, c'est sûr, tu sais, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait de mensonges qui soient dits. Tu sais, s'il avait été blessé, je pense qu'on aurait juste dit Patrick Laine est blessé et évalué sur une base quotidienne, hebdomadaire, tu sais, peu importe. Fait que si on dit qu'il y a des symptômes grippaux, c'est parce qu'il doit être malade. Est-ce que c'est vraiment un rhume, la grippe? Mais je pense que ça commence à être un petit peu plus sérieux que ça. Là. Ça fait quand même 3 matchs qui ratent. Là. Fait que est-ce que c'est une gastro? Est-ce que c'est. Ça peut être quelque chose qu'on. C'est une maladie peut-être qui ne veulent pas aller plus loin dans les détails, puis c'est bien correct, sauf qu'à un moment donné, peut-être plus donner. Si on ne le voit pas à l'entraînement cette semaine, là, il va falloir que les Canadiens donnent plus de détails là-dessus. Ça, c'est sûr. On nous a dit aussi, David Savard, blessure légère au haut du corps, rien de sérieux. Mais ça commence pour moi à être un peu sérieux aussi. Puis après 3 matchs, rien de sérieux pour moi, c'est qu'il manque un match ou 2. Mais là, quand tu es rendu à 3 puis qu'on n'a pas plus de nouvelles, encore là, c'est que ça laisse place à spéculation tout le temps. Puis dans un marché comme Montréal, pourquoi faire de cette manière-là? Je sais qu'on veut protéger les joueurs, mais rendu là, Patrick Laine, c'est vraiment qu'il est malade. Dites-nous qu'il est malade, puis c'est pourquoi, puis qu'il va encore rater X nombre de jours. Point final, tout le monde, on va passer à la prochaine. Là, on en parle. Pourquoi qu'on en parle? Parce que c'est nébuleux. J'aimerais ça qu'ils soient un peu plus concrets sur ça, c'est sûr. Mais bon, je peux comprendre de l'autre manière qu'on essaye de protéger les joueurs, comme tu as dit, Marco. Là, fait que ça reste tout le temps un peu nébuleux encore, mais bon, je pense que c'est vraiment pour la protection des joueurs. Puis il doit y avoir aussi un règlement à l'interne dans la Ligue nationale qui dit que tu n'as pas le droit de dire la nature exacte à part sur une blessure à long terme ou sur une commotion cérébrale, parce que la commotion cérébrale, la plupart du temps, on l'a vu de toute façon, on n'est pas dupe. Non, très intéressant comme propos. Puis j'ai l'impression qu'on va peut-être en savoir davantage demain lors du point de presse de Kent Hughes. Ouais. Le Canadien va disputer, comme je vous ai dit, là, ses 2 prochains matchs vendredi et samedi prochain. On va visiter les puissants Capitals à Washington et on revient au Centre Bell pour accueillir les Stars de Dallas. Les gars, d'ici au prochain podcast, combien le Canadien va-t-il récolter de points dans ce programme 2 matchs en 24 heures? J'ai envie de dire 3. Une défaite en prolongation, genre, regardez les... Une prédiction qui a d'allure. C'est une bonne prédiction, j'aime ça. Moi, je dis que si on s'en tire avec une victoire sur les 2 matchs, ça va être mission accomplie pour le Canadien. Si on va chercher les 3 points, comme tu dis, Seth, ça va être encore plus un bonus. Puis si on va chercher les 4 points, ben là, on va pouvoir encore plus rêver à atteindre les séries éliminatoires parce que ça va être un autre gros step, surtout contre ces 2 équipes-là. T'sais. Puis je voulais parler vite, puis ça a un rapport aussi, c'est que si Patrick Laine n'est pas en mesure de jouer, je sais pas pour vous, là, mais moi, je suis plus capable d'avoir Michael Pezzetta dans l'alignement. Puis je sais pas pourquoi que le Canadien s'entête à vouloir garder Michael Pezzetta. Il doit être le gars le plus sympathique au monde, le meilleur coéquipier. Mais tant qu'à faire jouer un gars 3 minutes 48, pourquoi ne pas rappeler un joueur du Rocket de Laval et d'y donner 10, 11, 12 minutes aux côtés de Dak et de Newhook? Parce qu'on voit clairement que Martin Saint-Louis ne veut pas toucher à ses autres trios parce que ça fonctionne. On veut juste rajouter l'élément là. Là, Suzuki a joué 23 minutes hier. C'est beaucoup, là. Fait que, tu sais, Raphaël Harvey-Pinard est en santé présentement, il joue quand même bien avec le Rocket. Pourquoi pas le ramener? Pourquoi ne pas ramener un Lucas Condotta qui va amener de l'énergie comme Pezzetta, mais qui amène un peu plus, que tu n'as pas de misère à faire jouer contre des éléments adverses, que tu n'as pas peur d'envoyer sur la glace? Je sais pas. J'aimerais ça voir quelque chose d'autre parce que ça sert à rien d'avoir Pezzetta, puis quand on va avoir tous nos joueurs en santé, puis que l'année revient, puis il faut renvoyer le gars au Rocket, mais moi, à place de renvoyer ce gars-là au Rocket, je mettrais Pezzetta au balotage. Anyway, au pire, tu le perds, puis ça change quoi? C'est pas ça qui va changer la donne dans ton équipe, là. Fait je suis plus capable. J'adore, tu sais, Michael Pezzetta a l'air vraiment super gentil comme homme. Puis, tu sais, comme je l'ai dit, il a l'air d'avoir le cœur gros comme le Sandbell, sauf qu'à un moment donné, si t'es pas capable de jouer dans différentes situations de jeu, t'impliquer, puis qu'on est obligé de te retirer après 4 présences dans le match, il y a un problème. Là, ça aide pas l'équipe.
Non, je suis 100% d'accord. De mon côté, je crois que le Canadien va aller chercher 3 points. On a beaucoup de difficultés à Washington. Par le passé, on n'a pas connu beaucoup de succès là-bas. Donc, je pense que le Canadien va s'incliner en supplémentaire, que ce soit en prolongation ou en tir de barrage. Victoire convaincante du Canadien aux mains des Stars au Centre Bell pour une récolte de 3 points sur 4 dans un programme 2 matchs en 24 heures. En terminant, David Gauvin qui dit sur Facebook: ma chaise en plastique est prête pour les séries, les boys. Pinard et Barré-Boulet donnent beaucoup plus de chance à ton équipe que Michael Pezzetta. Assurément, là, des belles options pour le Canadien. 19h35 minutes. Mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut notre épisode du 7 janvier 2025. On vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Et on vous dit à la semaine prochaine, les boys. Merci encore d'avoir été là. À la semaine prochaine. Ciao, à la semaine prochaine, tout le monde. Merci. C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des débats passionnés, des moments sublimes. Du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport.